j'espère que vous n'êtes pas fatigué à la fin de votre congrès. Et comme fait par la tâche d'animer un atelier sur une thématique qui intéresse, j'imagine, que les pédiatres, aussi que les médecins, toutes les mamans, on va dire, tous les parents. La diversification alimentaire, effectivement, c'est un sujet qui est en perpétuel mouvement en matière de recommandations. Alors, pour la forme de cette session, ça va être un atelier. Je vais rapidement vous présenter un petit peu ce qu'on vous propose comme déroulé. Voilà. On est censé commencer à 11h. On va présenter les objectifs. On va essayer de faire rapidement un pré-test, juste pour brosser un petit peu ce que vous avez comme intervention concernant la diversification alimentaire. Mais dans des situations très particulières, vous allez voir qu'on va faire un penchant vers les enfants qui ont affaire à un copie, qui ont affaire à l'allergie. Parce que c'est eux peut-être qui posent le plus de problèmes. En tout cas, quand on introduit un aliment, on a toujours le souci de est-ce que l'enfant va réagir ou est-ce qu'il va réagir à cet aliment. On va voir quelques cas cliniques. On essaiera de discuter ensemble. Une petite synthèse par la suite, puis le post-test, et puis peut-être à la fin, on fera une petite évaluation. Alors avant peut-être de commencer, je vais vous demander rapidement de vous présenter et me dire un petit peu quelles sont vos attentes par rapport à cette atelier. D'accord, on va peut-être commencer par la droite. Schéma. Présente-toi. Quelles sont les attentes qui viennent par rapport à l'atelier? Je suis résidente chez le service, c'est une première année. Quelles sont les attentes par rapport à vous arrivez à en faire? Non. Je suis Fatima Lalim, résidente de 80 ans pédiatrie à l'hôpital de Bruxelles. Je suis là pour connaître les nouveautés, de mettre le point sur les connaissances sur la Très bien. Docteur Boyan Fiscoli, je suis pédiatre à l'hôpital militaire. Alors, diversification alimentaire, comment ça se passe en pratique? Très bien, c'est un peu plus le côté pratique. C'est Dr Moulizia, résident pédiatrique, résident j'attends la question qui se pose quand on commence la diversification alimentaire. Les nouveautés. Docteur Ismail Hafsa, pédiatre libre pratique à Marrakech. Donc, j'attends de la diversification, surtout les nouveautés qu'on pratique et pour les cas particuliers, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les vrais atopiques. Docteur Zniber Leila, cardiopédiatrie à Rabat. Des attentes par rapport à l'atelier? Ok. Mes petits-enfants, je suis là. Professeur Habzi, donc est-ce qu'il y a des nouveautés, est-ce qu'il y a de nouvelles recommandations en matière de diversification alimentaire? Donc ce sont mes attentes. Professeur Asma Alawi, je suis là pour, comme mon collègue, les nouveautés et puis la prise en charge de situations particulières. Oui, c'est professeur Kauter Khabash de Tanger, neuropédiatre, justement les nouveautés et les situations particulières. D'ailleurs, on était en train de discuter un cas dans ce sens, surtout ceux avec une déficience, une paralysie cérébrale et tout ça. Est-ce qu'il faut avoir une particularité dans la diversification? Docteur Khabash, je suis résidente en 3e année à Rabat. Donc je suis là aussi pour voir les nouveautés sur la diversification. Pour tout apprendre. Donc c'est Iman Zdami, résident première année à l'HER. Donc c'est surtout les nouveautés en pratique.
Merci beaucoup, Mustafa Mourtari. C'est pour à la fois le plaisir de t'écouter et de tout apprendre avec toi. Je te remercie. Je suis Elena Mélissa, résidente en 4e année de pédiatrie à l'hôpital de Rabat. Je suis là pour la diversification et la Docteur Nebo Yolande, résidente en pédiatrie 3e année à Rabat. Je suis là pour les nouveautés et la pratique. Très bien. Bon, on va peut-être essayer de répondre à certaines de ces attentes. Il faut dire que, comme je l'ai mentionné, j'ai quand même fixé quelques objectifs pour cet atelier, on va dire. D'abord, à la fin de cet objectif, j'espère que les participants soient capables de préciser quels sont les principaux besoins nutritionnels du nourrisson en fonction de l'âge, puis ensuite citer au moins 3 erreurs les plus fréquemment commises lors de la diversification alimentaire du nourrisson. On a entendu les collègues se demander par rapport à l'âge de la diversification alimentaire, de l'idée, par quoi commencer, et puis effectivement les situations particulières des enfants, on va voir quelques-uns. Et puis éventuellement énumérer les 4 principales recommandations pour la diversification alimentaire chez le nourrisson atopique allergique. Parce qu'on a toujours, comme j'ai dit au début, ce souci d'introduire des aliments potentiellement allergiques chez des enfants qui ont peut-être un terrain atopique ou qui ont déjà eu un problème d'allergie, par exemple au lait de vache. D'accord? Comment finalement les diversifier? Est-ce qu'il faut faire des tests avant, etc. Alors on va user de quelques cas cliniques et puis discussions, puis comme je dis, petite synthèse. Alors je commencerai rapidement par ce pré-test. Je vous laisse juste réfléchir parce qu'on va le reprendre à la fin. Et j'espère que vous arriverez quand même à répondre à l'essentiel de ces questionnements. Alors, à votre avis, la prise d'aliments allergisants est déconseillée chez la maman allaitante? Je vous laisse réfléchir. Je ne vais pas répondre. Alors, pendant les 4 premiers mois de vie, les besoins nutritionnels de l'enfant sont assurés uniquement par le sein ou un aliment lacté diététique. On sait que c'est vrai ou non, parce qu'on a besoin finalement d'introduire des aliments solides. L'âge idéal de la diversification alimentaire, à votre avis, chez le nourrisson, est entre 4 et 6 mois. Vrai ou faux? Le risque d'apparition d'allergie est la seule raison pour laquelle la diversification ne peut être faite avant 4 mois. Puis, chez le nourrisson ayant des parents atopiques, il est recommandé d'utiliser un lait hypoallergénique. L'éternelle question, est-ce qu'il faut donner un lait hydrolysat, de lait de vache partiel, poussé, ou donner juste un lait normal? Chez un nourrisson atopique, donc là vous êtes dans une situation particulière, l'âge idéal de la diversification est 6 mois, à partir du 6e mois. Chez le nourrisson atopique, il est conseillé d'éviter les aliments à haut pouvoir allergisant avant l'âge de 6 mois. Parce qu'il faut prendre des précautions particulières chez les enfants qui ont déjà un terrain atopique. Chez un nourrisson suivi pour asthme, il est conseillé de retarder la diversification alimentaire. Là aussi par crainte d'allergie ou de l'allergie respiratoire. Et puis chez un bébé ayant des signes mineurs de dermatite atopique et un asthme du nourrisson, est-ce qu'il faut faire une enquête allergologique avant de démarrer la diversification alimentaire? Alors une enquête clinique, éventuellement des explorations. Pour prévenir la maladie cœliaque, on parle aussi de la date d'introduction du gluten. Le gluten doit être introduit en grande quantité à partir du 4e mois. 4 mois révolus. Ce lien entre effectivement l'introduction du gluten et la prévention, ça a été discuté, je pense, lors d'une séance dans un autre congrès, pardon. Et est-ce qu'il est toujours de mise, justement, le fait d'introduire le gluten entre 4 et 6 mois, est-ce que ça va prévenir finalement la maladie cœliaque? Voilà, ensuite, pour un nourrisson ayant une AP élevée, une allergie aux protéines de vache, une éviction du lait et des produits laitiers est obligatoire jusqu'à l'âge de 2 ans. Okay. Je pense que la dernière.
pour un nourrisson ayant une atopie familiale et un asthme, il est recommandé d'avoir une trousse d'urgence quand même, une trousse d'urgence avant de démarrer une diversification alimentaire. Et par crainte de réaction sévère lors de la diversification alimentaire, est-ce qu'il faut conseiller une trousse d'urgence à la maman une fois on veut introduire des nouveaux aliments? Voilà, donc juste une petite mise au point avant d'aller vers des cas cliniques. Alors vous le savez certainement, la diversification alimentaire, c'est selon l'OMS, pardon, parce qu'il y a des définitions qui diffèrent entre l'OMS et les sociétés savantes. Alors, selon l'OMS, c'est l'introduction dans l'alimentation de tout liquide ou solide autre que le lait maternel. C'est-à-dire que là, on considère même l'introduction d'un lait artificiel comme étant une diversification alimentaire. D'accord? Elle doit être faite à partir de 6 mois. Et là, l'objectif ou le grand souci, c'est un souci nutritionnel. C'est-à-dire, on craint qu'avec une introduction d'aliments avant l'âge recommandé, est-ce que ça risque d'entraver en quelque sorte l'allaitement maternel? Et vous connaissez un petit peu les risques pour un bébé qui risque d'être mal diversifié ou là, le substitut qui va être utilisé pour le lait maternel ne soit pas vraiment adapté. Et donc, on craint pour l'enfant, surtout pour la malnutrition. Pour les sociétés savantes, et vous avez en particulier la Société européenne de gastropédiatrie, qui ne considère pas comme diversification l'utilisation d'une formule lactée pour nourrissons. C'est-à-dire que le bébé soit sous lait maternel ou un lait artificiel, on est encore loin, enfin uniquement, pardon, on est encore loin de la diversification alimentaire. Cette diversification, en fait, selon les recommandations des sociétés savantes, on va en tout cas y revenir, doit être faite entre 4 et 7 mois, et on parle effectivement d'une fenêtre d'opportunité par rapport au système immunitaire en particulier, c'est-à-dire le fait d'introduire des nouveaux aliments pendant cette période pour peut-être éviter un certain nombre de pathologies. Et donc effectivement l'objectif, on va y revenir, c'est la prévention des allergies, de certaines maladies, on va dire auto-immunes, le diabète de type 1, la même maladie cœliaque. Donc il y a ce souci de développement de maladies, on va dire, auto-immunes, allergiques, etc., si on profite de cette fenêtre d'opportunité. Alors bien sûr, la diversification est influencée par les habitudes familiales, par le milieu socioculturel, ça on le sait et vous le savez déjà. Mais si on peut retenir finalement pour la diversification alimentaire comme étant l'introduction d'aliments, ça c'est un petit peu le côté pratique, l'introduction d'aliments non lactés chez un nourrisson, exclusivement nourri au lait maternel ou bien au lait artificiel ou bien sûr sous lait allaitement mixte. C'est une période de transition importante, ça vous le savez aussi, avec les différents aspects du développement de l'enfant qui vont être quand même sollicités. Le but finalement, le but de la diversification, c'est de s'adapter aux besoins nutritionnels du nourrisson quand on sait que le lait ne sera plus capable d'assurer tous les besoins nutritionnels de l'enfant. On va aussi s'adapter aux capacités digestives. Il y a une maturité digestive qui est quand même assez évoluée chez le nourrisson par rapport à l'âge de la diversification alimentaire. Donc il faut être capable finalement d'introduire de nouveaux aliments. Et puis il va falloir accompagner aussi le développement psychomoteur de l'enfant. Alors, la tranche d'âge qui est concernée par la diversification alimentaire, ou ce qu'on appelle aussi l'alimentation de complément, c'est essentiellement donc les 6-24 mois, ça reste quand même une période à risque de troubles de croissance. Vous le savez, c'est une période où la croissance est très rapide. D'accord, la vitesse de croissance est très rapide, et donc si les besoins nutritionnels ne sont pas assurés, on risque justement de freiner la croissance de l'enfant. Et donc il y a aussi un risque de carence en micronutriments, il y a même une morbidité importante, notamment dans les pays, on va dire sous-développés, avec le risque de maladies diarrhéiques. Et on sait aussi qu'après 2 ans, malheureusement, les effets de la malnutrition sont difficiles à rattraper. C'est-à-dire, après l'âge de 2 ans, on aura du mal peut-être à redresser la croissance ou bien l'impact notamment sur la fonction cérébrale. Alors heureusement, on va le voir, il y a des principes généraux pour la diversification alimentaire. Il va falloir à chaque fois, bien sûr, répondre à un certain nombre de questions. D'abord, le pourquoi de la diversification alimentaire, pourquoi il va falloir diversifier. On a parlé des besoins nutritionnels qui évoluent, etc. Quand est-ce qu'il faut commencer la diversification ou initier la diversification alimentaire? On a vu les recommandations OMS, Société
savante, et puis comment, c'est-à-dire les modalités finalement de cette diversification alimentaire, et puis on va voir un petit peu les enfants en particulier, mais seulement les enfants atopiques et allergiques, les enfants qui ont un problème neurologique a priori, on pourrait peut-être les diversifier aussi comme les enfants relativement normaux. Alors, désolé, mais on va rester un petit peu sur des cas qui touchent un peu à l'allergie et diversification alimentaire. Alors, vous avez le cas de ce nourrisson de 5 mois en bonne santé, de parents tous les deux allergiques, d'accord? À la maternité, on avait conseillé, c'est-à-dire à la naissance du bébé, on avait conseillé à l'époque un lait HA. Vous connaissez la différence entre un lait H1 et un hydrolyse poussé de protéines de lait de vache? Tout le monde? HA, c'est partiellement hydrolysé, d'accord? C'est-à-dire on garde quand même des chaînes assez longues, on va dire, de protéines, mais les hydrolysés poussés, c'est des petites chaînettes, des oligopeptides, il y a un poids moléculaire assez bas, bien sûr, pour les hydrolysats poussés. Avec les hydrolysats poussés, il y a moins de risque à ce que l'enfant réagisse, c'est-à-dire qu'on a hydrolysé la protéine, donc on l'a rendu, on va dire, inoffensive sur le plan antigénique ou sur le plan allergique. D'accord? Alors le lait HA, c'est un lait partiellement hydrolysé. Alors on a proposé le lait HA à la maman qui ne souhaitait pas allaiter. Elle ne voulait pas allaiter, mais elle ne souhaitait pas allaiter. Alors l'enfant recevait 4 biberons de 210 ml, c'est-à-dire à son âge actuel. Alors, à votre avis, la proposition de la maternité concernant le lait HA, est-ce qu'elle est justifiée? Alors, quel est l'âge ensuite idéal pour débuter les diversifications alimentaires chez ce nourrisson qui a un terrain finalement atopique? On va attendre 6 mois, là on peut démarrer entre 4 mois et 6 mois. On peut démarrer avant. On peut démarrer avant 4 mois? Non, de 4 à 6. Alors, faut-il introduire les aliments un par un pour bien distinguer ceux auxquels il serait allergique? Bon, l'enfant a un terrain atopique, il risque de développer de l'allergie. Mais le moment où on va commencer, enfin, on va initier l'introduction des aliments, est-ce qu'il faut les introduire un par un pour justement, c'est comme si on fait un test pour les différents aliments, où là il y a un autre souci quand on introduit un aliment par aliment. Bon, on va revenir aux réponses. Alors, quand peut-on introduire viande et poissons chez ce nourrisson qui a un terrain atopique? Entre 4 et 6 mois. Quand peut-on donner des céréales avec du gluten dans le biberon? À quel âge le nourrisson est-il capable de manger des morceaux? Là, on parle de la texture aussi des aliments qu'on va proposer. On va regarder juste la purée, on va donner des petits morceaux. Très bien. Alors, pour ce qui est de la proposition de l'IHA, là, en fait, il y a beaucoup de travaux sur l'intérêt de l'utilisation de l'IHA et leur impact sur la survenue de l'allergie. Et finalement, il paraît que c'est les HA ou l'introduction de l'IHA est obsolète, c'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer impacter le risque de l'allergie ou de développer d'allergie avec l'utilisation d'un hydrolysant. On a peut-être trouvé un bénéfice pour les laits hydrolysés, enfin qui ont subi une hydrolyse poussée, c'est-à-dire les vrais hydrolysats de protéines de lait de vache. Mais quand on voit un petit peu les recommandations actuellement, protéines américaines, il n'y a pas vraiment de place pour les laits hypoallergéniques, c'est-à-dire les laits qui ont une hydrolyse partielle. D'ailleurs, à le marché, on ne va plus en trouver prochainement. Alors l'âge idéal pour débuter la diversification chez ce nourrisson qui a un terrain atopique. Alors les recommandations sont actuellement claires, on va y revenir. Il ne faut pas hésiter à initier la diversification de la même façon que chez les enfants non allergiques, non atopiques, c'est-à-dire dès 4 mois révolus. Comme maintenant, bien sûr, l'allaitement maternel. On va revenir un petit peu à la date de début de la diversification alimentaire. Alors, faut-il introduire les aliments un par un pour bien distinguer ceux auxquels ils seraient allergiques? En fait, l'introduction des aliments
on va dire de façon isolée, il est recommandé non pas pour les tester, mais c'est juste pour que l'enfant s'habitue à leur goût. C'est ça l'objectif principal. Mais si en fait, sans craindre l'allergie, on va tester aliment par aliment, on va le voir, il n'y a pas vraiment d'ordre recommandé pour l'introduction des aliments. Mais le but, c'est principalement ce que l'enfant goûte à de nouvelles, on va dire, saveurs, il faut qu'il s'y habitue. Beaucoup plus que pour tester, on va dire, les aliments auxquels il risque d'être allergique. Alors, quand peut-on introduire viande et poisson pour les protéines animales, un mois après, en général, l'introduction des légumes et composés. En général, ce qui est recommandé, on commence par les légumes, les fruits, et puis après 3 semaines, 4 semaines, on peut commencer l'introduction de la viande, du poisson, de l'œuf. Alors, quand est-ce qu'on peut donner des céréales avec du gluten dans le biberon? Alors là aussi, on peut les donner bien sûr à partir des 4 mois révolus, mais l'âge d'introduction est encore discutable. Alors il y a d'une part le souci, parce qu'on en parle beaucoup de la maladie cœliaque, mais il y a aussi l'allergie au blé, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Et donc si on doit profiter de la fenêtre d'opportunité, c'est d'une part pour peut-être éviter l'allergie au blé, qui est heureusement transitoire, ça vous le savez. Mais pour la maladie cœliaque, il y a eu des allers-retours par rapport à la date d'introduction et l'impact sur la survenue de la maladie cœliaque. Et il paraît que finalement, en fait, on va y revenir, l'âge d'introduction du gluten, bien sûr, 4-6 mois, on a un bas de 6 mois, il n'a pas d'impact sur la survenue de la maladie cœliaque. Le seul facteur de risque finalement, c'est la prédisposition génétique. C'est ce qui sort dans les études, c'est-à-dire quand on est prédisposé à la maladie cœliaque, le risque bien sûr de développer la maladie cœliaque, quel que soit l'âge, où je vais introduire peut-être le gluten. Et puis, à quel âge le nourrisson est-il capable de manger des morceaux? Bien sûr, il peut mâchonner des aliments fondants 9 et 12 mois, il peut croquer des aliments entre 12 et 18 mois par an. C'est bien sûr en rapport avec le développement de la motricité. Il y a ce réflexe nauséeux qui est très sensible, qui peut freiner un petit peu la prise des petits morceaux, on va dire, des aliments. Alors, un deuxième cas clinique. Alors, vous avez ce nourrisson de 4 mois qui est adressé pour une éruption. Donc, là, le premier cas, c'était un enfant qui avait un terrain atopique. Et là, c'est un enfant qui a des manifestations quand même. D'accord. Alors, il est adressé pour éruption avec œdème des extrémités et vomissements suite à l'introduction d'un biberon du lait artificiel, donc du lait de vache. C'est un bébé qui est né à terme, il était allaité au sein et non encore diversifié, enfin, il a 4 mois. Il grossit normalement, il présente des lésions d'eczéma avec pélite, donc il avait depuis en fait, les premières semaines, on va dire, de vie. Pardon. Le père il est suivi pour asthme et la mère elle a une rhinite allergique. Et là actuellement il faut retenir qu'il est adressé pour une éruption avec l'œdème des extrémités. C'était les motifs, on va dire, de la consultation. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut rechercher à l'interrogatoire et à l'examen pour compléter un petit peu sa démarche, on va dire, diagnostique? Est-ce qu'il y a un bilan à proposer chez ce nourrisson? Un traitement? Faut-il demander à la maman de mettre en place un régime d'éviction des protéines de lait de vache pour elle-même? Et comment mener finalement la diversification chez ce nourrisson qui a déjà de l'allergie? Donc c'est un enfant qui a un eczéma atopique, d'accord, et qui fait actuellement une éruption avec l'œdème suite à la prise d'un biberon de lait artificiel. À votre avis, est-ce qu'il y a d'autres éléments de l'interrogatoire que vous souhaitez? Bon, il y a un terrain topique, le père est suivi pour asthme, la mère pour rhinite. C'est comme l'histoire d'allergie. On ne connaît pas exactement. Le délai entre l'introduction du lait artificiel et l'apparition de ces symptômes. Très bien, mais c'était rapide. Voilà, dans les minutes qui ont suivi. La prise de biberon, l'enfant qui a enflé. Et les vomissements après
C'était pas un enfant connu vomisseur avant la prise. Non. Voilà. Comme antécédent, il avait l'eczéma atopique. Et les vomissements La prise d'huile vibrant, voilà. Vomissements et... C'est ça, c'était rapide, quelque chose. C'est-à-dire dans la demi-heure maximum. Enfin, diarrhée. Pas de diarrhée. C'était rapide. C'est d'accord. Bon, on va essayer d'avancer. Alors, que recherchait l'interrogatoire? Il y a effectivement ce délai, qui est relativement bref. Il y a aussi la nature de l'éruption. Il s'agit finalement d'un urticaire, qui est l'éruption de l'œdème. Ce qu'on craint, c'est bien sûr l'anaphylaxie. Donc, on suspecte une allergie à l'installation aussi rapide, en fait, ou à l'action aussi rapide. Ce qu'on craint, c'est l'anaphylaxie. Parmi les critères, effectivement, de gravité, il va falloir rechercher l'anomalie de la loi, la toux, sifflement, un malaise. Alors, il faut savoir que l'œdème seul n'est pas un critère de gravité. Même quand vous avez un œdème des lèvres, etc., ça peut être juste un syndrome oral qui n'est pas grave en général. D'accord? Alors, il faut aussi s'assurer de la croissance naturelle-pondérale, donc vérifier un peu la croissance de l'enfant. C'est un enfant qui a un problème d'eczéma quand même, un problème chronique. Et le souci de la croissance est toujours présent, bien sûr, dans l'approche diagnostic. Il faut aussi vérifier la nature du traitement de l'eczéma, est-ce que l'eczéma est bien traité. Parce que vous le savez probablement, l'eczéma atopique, c'est d'abord un problème de la peau, c'est un problème génétique, mais aussi un problème allergique. Et l'allergie peut l'aggraver. Et donc, la prise en charge d'un enfant qui est l'eczéma atopique, il ne faut pas s'acharner sur les allergènes. Il faut d'abord traiter correctement la peau, corticothérapie éventuellement en cas de poussée, et puis bien sûr les émollients pour éviter d'aggraver peut-être ou l'apparition de nouvelles poussées de la dermatite atopique. Bon, il faut peut-être rechercher d'autres antécédents faibles du crâne. Alors, est-ce qu'il y a un bilan à proposer? Alors là, effectivement, puisque la réaction est immédiate, c'est une sensibilisation certainement de type plutôt médiée par les IgE plutôt que par les IgE. D'accord? Alors on pourrait éventuellement, si on veut être, on va dire, plus complet, faire un prick test sous les vaches, donc un test cutané rapide, un prick test. Ou là, utiliser un prick ou lait, enfin natif, d'accord? On peut aussi doser les immunoglobulines E spécifiques au cas du lait, puisque là, l'enfant il ne prend que du lait. Bon, on va tester essentiellement le lait, bien sûr. Alors, on peut tester le lait de vache en entier, mais on peut rechercher éventuellement les IgE spécifiques des allergènes moléculaires. Vous connaissez tous la caséine, la bêta-lactobuline, l'alpha-lactalbumine. D'accord? Il y a aussi la sérumalbumine bovine, parce qu'il y a une question qui peut revenir justement lors de la diversification alimentaire. Un enfant qui est allergique au lait de vache, est-ce qu'on peut lui donner de la viande bovine? Sachant qu'il s'agit de la même source, en fait. Vous avez une idée sur le lien entre l'allergie au lait de vache et l'allergie à la viande du bœuf ou de la vache? Est-ce qu'il faut justement... parce que la maman va certainement vous le demander, est-ce que je peux introduire la viande bovine? Son enfant est allergique au lait de vache. Alors sachez qu'il y a quand même une protéine qui est commune, on va dire, au lait de vache et à la viande. Et lorsque l'enfant est allergique au lait de vache, il est spécifiquement allergique à cette protéine, et il peut être allergique éventuellement à la viande bovine. Alors la protéine qui est commune, c'est la sérumalbumine. D'accord? Et donc si on veut être un peu plus fin dans notre approche diagnostique, on va demander les IgE spécifiques aussi de la sérumalbumine. Comme ça, on aura au moins une ébauche de réponse qu'on pourrait peut-être donner à la maman. Sachant que si l'enfant a des IgE spécifiques à la sérumalbumine, c'est uniquement prédictif. C'est pas automatique, c'est-à-dire l'enfant ne va pas être vraiment allergique au lait de vache, mais on fera peut-être un peu plus attention. D'accord? Donc, sérumalbumine, réaction croisée avec la viande de bœuf et veau, estimation dans la littérature de 10-20% des enfants, exclusion non systématique, c'est juste finalement un test prédictif. Donc, si on veut vraiment répondre à la question ou au questionnement des
Voilà. Alors pour les patch tests, ça c'est plus pour les réactions plutôt retardées, donc ils n'ont pas vraiment de place dans ce cas en tout cas, parce que la réaction était plutôt immédiate. Alors chez ce nourrisson, en fait le délai était en fait de 20 minutes après la prise du biberon. Le prick test pour lait de vache était de 5 mm, en tout cas il dépasse les 2 tiers de pour le témoin, donc il est positif. Les IgE spécifiques lait de vache étaient à 3,4. La norme c'est 0,10 en général, donc au-dessus d'IL 0,10, on a des IgE qui sont positifs. Et la caséine était à 2 KU par litre. Donc il était plutôt allergique, c'est-à-dire parmi les protéines auxquelles l'enfant est allergique, il était plutôt allergique à la caséine. Donc c'est une allergie aux protéines de lait de vache. Bon, j'ai mis exprès pas d'indication au TPO, c'est-à-dire quand vous avez des manifestations cliniques, vous avez des tests qui sont positifs, on n'a pas besoin de faire le test de provocation pour faire le lien entre la prise d'IL de lait et la réaction. D'accord? Effectivement, quand on a des tests positifs, ça vous le savez certainement, quand on a des IgE spécifiques positifs, ce n'est le témoin que d'une sensibilisation. Parce que les parents, voilà, ils vont vous harceler par rapport à ça. Donc il y a une nuance entre être sensible et être vraiment allergique. Je peux être sensible, mais je peux consommer l'aliment sans aucune réaction. C'est-à-dire chez le stade de l'allergie. D'accord? Donc avoir des IgE spécifiques seuls, le test par exemple, c'est-à-dire sans vraiment d'histoire clinique, on va dire, derrière, si je tombe sur des tests positifs, je ne ferai pas l'erreur de mettre l'enfant systématiquement sous régime d'éviction. C'est valable pour tous les aliments, on va dire. C'est-à-dire, il y a qu'à le doute, je fais quand même des tests de provocation. Parce que quand on est sensible, et si je mets l'enfant sous régime d'éviction alors qu'il consommait le produit, je risque d'induire de l'allergie. C'est-à-dire l'allergie, c'est le stade, on va dire, clinique, enfin, c'est les manifestations cliniques de l'allergie. Être sensible, il y a une sensibilisation, mais qui n'est pas arrivée au stade de manifestation clinique. Et donc, si je prive l'enfant de l'aliment, je risque de développer de l'allergie. D'accord? Mais là, vous avez quand même une histoire clinique, un enfant qui a réagi à la prise du biberon, et vous avez des tests positifs, donc c'est un enfant qui est vraiment allergique. Donc c'est une allergie de lait de vache. Alors le traitement à proposer, certes, il va falloir le faire sous régime d'éviction du PLV, éviction des laits et produits laitiers, et aussi les laits des autres mammifères, quand on connaît l'homologie entre la caséine et le lait de vache et les autres mammifères, qui peut aller jusqu'à 80%. Donc, quand on est allergique au lait de vache, on est certainement allergique aux autres laits des mammifères. Et puis, il y a aussi la valeur nutritionnelle qui est inadaptée de beaucoup de laits de mammifères. Il faut aussi éviter les jus végétaux inadaptés. Bon, on entend parler de lait de soja, pas le lait à base de protéines de soja. Je parle de jus de soja en fait, ou le jus d'amande, ou je ne sais pas quoi. Attention, ce n'est pas des laits, c'est juste des jus. Ils ne sont pas du tout adaptés à l'alimentation infantile. Alors, ce qu'on conseillera, vous êtes d'accord certainement, il va falloir poursuivre l'allaitement maternel, éventuellement, en cas de besoin, introduire un lait adapté à l'allergie au PLV. Donc, dans ce cas, en première intention, on proposera un hydrolysat extensif de protéines. Quand l'enfant ne réagit toujours à l'hydrolysat, quand il a toujours des symptômes sévères, on pourrait peut-être passer à ce qu'on appelle les formules à base d'acides aminés. Ils ne sont pas encore malheureusement disponibles au Maroc, mais je pense qu'on peut toujours se les procurer d'ailleurs. On peut aussi, comme autre alternative, utiliser ce qu'on appelle les hydrolysats à base de protéines de riz. Enfin, ça existe à l'étranger. On attend qu'ils soient introduits aussi chez nous. Et pour la préparation pour le nourrisson à base de soja, ils ne sont pas recommandés avant 6 mois, puis il y a le risque, il y a les phytoœstrogènes. Donc on évite au maximum le soja. Par rapport au lait à base de riz,
Il est adapté aux nourrissants, il n'y a pas risque de parfaitement particulière. adapté, c'est-à-dire qu'on va utiliser les protéines liées de riz. Et donc, il y a un certain nombre de critères pour déclarer un lait adapté ou non. Et des laits à la base d'hydrolysat de protéines de riz, ils répondent parfaitement aux besoins. Aucun souci. Même valeur. Les mêmes apports nutritionnels. L'avantage en plus, c'est le goût qui est meilleur. Chez sucré. C'est moins amer que celui des hydrolysats. D'accord. Et puis le prix il est relativement moins cher. Mais sur le plan de micronutriments, non. c'est parfait. C'est des laits qui sont supplémentés, il n'y a aucun souci avec les hydrolysats à base de riz. Alors bien sûr, il y a l'eczéma, il ne faut pas l'oublier, il va falloir assurer les soins, le cours, parce que le traitement de l'eczéma, chez les édictions, etc., c'est plutôt le traitement correct des lésions cutanées. Alors, mise en place des doses d'urgence, éducation thérapeutique, parce que la réaction qu'a fait quand même l'enfant, les œdèmes, l'éruption, on craint qu'une prochaine fois, il risque de faire une réaction beaucoup plus sévère. Et donc, la trousse d'urgence peut se discuter éventuellement chez ce nourrisson. Alors, faut-il demander à la maman de mettre en place un régime d'éviction des PLD pour elle-même en cas d'allaitement? Bon, l'enfant il est allergique au lait de vache, il est sous lait maternel. Est-ce qu'on peut conseiller, est-ce qu'on conseillera éventuellement la mise au régime sans PLD chez la maman? Ça marche facile. Parce que ça marchera un régime que parce que nous, on le fait presque systématiquement. Et le problème, c'est que les protéines de laitage se cachent partout. Les plus importants sont connus. Les fromages, les bases, les aliments à base de protéines de laitage. Et là, on va faire un régime d'éviction obligatoire. Mais pour l'éducation déjà, chez ce nourrisson, il était tranquille. Il a fait une réaction quand on lui a proposé un biberon. Mais elle avait son eczéma. Et l'eczéma, je vous ai dit, ce n'est pas une maladie allergique, attention. C'est une maladie liée à la peau, mais qui peut être aggravée par l'allergie. Et l'enfant aussi, ça c'est important, il peut être sensibilisé à travers les lésions cutanées. Donc l'allergie, certes, il a sa place dans l'eczéma, enfin dans votre approche vis-à-vis d'un enfant qui a de l'eczéma atopique. Et quand on sait aussi que, effectivement, le lait maternel peut véhiculer des protéines, on va dire bovines, il y a un risque aussi de passage de protéines de lait de vache si la maman consomme des produits à base de lait de vache. Là, en fait, on peut discuter. On peut discuter la mise sous un régime, enfin, chez la maman, si les lésions s'aggravent ou si l'enfant fait parfois des réactions qu'on n'arrive pas à comprendre, alors qu'il est uniquement sous les maternels. D'accord? Mais dans tous les cas, il n'y a pas de régime systématique, bien sûr. Les manifestations, comme je viens de le dire, sont possibles sous allaitement maternel. Il faut toujours insister sur les soins liés à la dermatite atopique, parce que c'est important. D'accord? Et en cas de doute, c'est-à-dire là, ça se discute, c'est-à-dire j'ai un eczéma qui s'aggrave, qui ne s'améliore pas malgré le traitement, etc. C'est le cas chez 10%, on va dire, des enfants qui ont de l'eczéma atopique. Oui, dès que ça arrive, je vais proposer éventuellement un régime d'éviction chez la maman. D'accord? Pendant une durée de 2 à 3 semaines et vérifier l'impact sur les manifestations que présente l'enfant. Et si je n'ai pas de résultat, il ne faut pas maintenir le régime sans... Mais s'il y a un résultat satisfaisant... On garde. Voilà. Et dans ce cas, il va falloir, il ne faut pas oublier de supplémenter la maman en calcium et en vitalité. Parce qu'elle risque d'être avancée justement en ces micronutriments. Alors, comment mener la diversification chez ce nourrisson? C'est ce qui nous intéresse le plus pour cet atelier. Alors, faut-il rechercher d'autres sensibilisations? L'enfant, certes, il est allergique au lait de vache. On veut initier la diversification alimentaire. Est-ce qu'il faut chercher, faire des tests éventuellement avant de démarrer la diversification alimentaire? Ça va alourdir quelque sorte. Normalement, non. Voilà, et on peut toujours tenter d'introduire et voir si l'enfant, tout simplement, s'il va réagir. D'accord? Et il y a des situations un peu particulières, on va
parlé, Fat. Bon, on a parlé de la réaction par des réactions croisées dans l'APL entre viande de bœuf, enfin je ne vais pas citer, les laits de mammifères, soja, c'est à éviter en tout cas. La viande bovine, je vous ai dit que si l'enfant est sensible plutôt à la céramalbumine, il y a un risque potentiel, mais pas systématique, pas automatique. Alors pour les autres allergènes, en tout cas, on ne fera pas de test systématique pour l'œuf, pour le poisson, etc., avant d'initier la diversification ou l'introduction des nouveaux aliments. Donc on peut s'en passer et introduire tout doucement et voir si l'enfant va réagir ou non. Donc pas d'intérêt à retarder la diversification alimentaire. En fait, je voulais juste dire un mot pour les enfants qui ont en fait des antécédents par contre de l'allergie à l'arachide dans la famille ou dans la fratrie. Heureusement, ce problème est exceptionnel chez nous au Maroc. Mais les recommandations, certains penchent plus vers un test avant l'introduction de l'arachide à l'alimentation. Il n'y a qu'un cas d'allergie à l'arachide ou fruit à coque dans la famille. Mais sinon, pour les autres allergènes, on ne va pas tester pour commencer la diversification alimentaire. Donc, on va passer peut-être à la synthèse, on va dire. Alors, vous connaissez tous les étapes de l'alimentation. Pour cet enfant de 4 mois, tu as introduit du protéine de lait de vache, un poulet de protéine de lait de vache à partir de quel âge? Alors là, c'est un autre problème, on va dire. Quand est-ce qu'il faut réintroduire? Là, c'est un enfant qui fait quand même une réaction IgE, de type IgE. En général, on attend à peu près un an pour faire le test de réintroduction. Quand il s'agit uniquement d'eczéma qui s'aggrave sans qu'il y ait vraiment de manifestation d'allergie, parce que l'eczéma, c'est plutôt un mécanisme mixte, IgE et non IgE. Quand il n'y a que des troubles digestifs, vomissements, diarrhée éventuellement, c'est beaucoup plus d'allergie non IgE. Il n'y a pas beaucoup de soucis, on va dire, avec l'allergie non IgE. Là, on peut se permettre de réintroduire même vers l'âge de 9 mois. Voilà. Mais dans l'allergie de type plutôt IgE, en général, on attend vers l'âge de 1 an, parce que l'enfant risque de ne pas être tolérant avant l'âge de 1 an. Alors, les étapes de l'alimentation, ça vous connaissez, il y a une alimentation lactée exclusive pendant 4 mois en tout cas, 4 premiers mois de vie. On peut initier donc finalement la diversification, on va revenir sur la date de diversification entre 4 mois réglo et 6 mois. Et puis donc l'alimentation qui serait entièrement lacto-diversifiée entre 6 mois et 1 an. Alors je ne vais pas revenir sur l'historique par rapport à la date d'introduction des aliments, etc. Je vais peut-être mettre juste le focus sur les problèmes justement des nourrissons à risque atopique ou conseillé il y a quelques années une introduction, on va dire, tardive de la viande, de l'œuf, de l'arachide, etc. D'accord? Et avec cette introduction tardive, on n'avait pas en tout cas le résultat escompté, c'est-à-dire quand on introduit tardivement, on a constaté que les enfants faisaient plus de problèmes d'allergie que lorsqu'on introduit plus précocement, on va dire, les différents aliments, même ceux qui sont potentiellement allergisants. Vous avez une série d'études à partir des années 2000. Le risque d'eczéma, par exemple, qui était plus important quand on introduisait au-delà des 8 mois. D'accord? Là, le risque de dermatite atopique est avec l'introduction tardive des légumes, des produits laitiers, de la viande. Par contre, l'introduction précoce avant 6 mois, entre 4 mois bien sûr et 6 mois, a permis d'éviter beaucoup de problèmes d'allergie au poisson, par exemple. D'accord? Donc, d'où l'intérêt finalement, en fait, le fait d'introduire tardivement ne protège pas contre l'allergie, par contre, il peut favoriser à ce moment un certain nombre d'allergies. Alors, juste pour le rappeler, les facteurs, bien sûr, qui conditionnent l'âge de la diversification, en général, on va dire, il y a la maturité physiologique, digestive en particulier, rénale aussi,
qui peuvent supporter une charge osmotique un peu plus importante à partir du 4e mois, 5e mois, bien sûr. Il y a aussi le développement psychomoteur qu'il va falloir accompagner, avec tout particulièrement la disparition du réflexe d'extrusion, c'est-à-dire l'enfant commence quand même à pouvoir avaler, introduire dans sa bouche des aliments relativement solides. Bon, il y a une capacité de s'asseoir aussi, une meilleure fermeture de bouche, etc. Alors la diversification, pourquoi? Enfin, la première question, on va dire, c'est effectivement pour répondre finalement aux besoins nutritionnels de l'enfant qui ne seront plus couverts comme il se doit par le lait seul, et notamment à partir de 6 mois pour le lait maternel, donc le lait qui devient insuffisant pour couvrir les besoins d'énergie, en protéines, en fer, etc. Et la diversification permet aussi par ailleurs de découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles textures, avant l'âge de la néophobie, parce qu'il faut toujours se mettre en tête le problème de la néophobie. Quand on n'initie pas l'enfant à certains aliments, quand on tarde à les introduire, l'enfant risque de refuser. Il n'est plus habitué. Il ne veut plus accepter tel ou tel aliment. Et donc le problème de la néophobie doit être quand même présent quand on commence ou quand on fait des conseils pour la diversification alimentaire. Bon, certes, la diversification participe aussi au bon développement de la dentition. Alors, il accompagne l'évolution neurocomportementale de l'enfant, je ne vous apprends rien. C'est une étape importante aussi de la socialisation de l'enfant. Elle répond à l'évolution qualitative, quantitative, bien sûr, des besoins nutritionnels. Alors, quand est-ce qu'il va falloir diversifier? Je pense que tout le monde est d'accord actuellement. 4 mois révolus, entre 4 mois révolus et 6 mois. Il va falloir initier la diversification alimentaire. Bon, la question qui dérange parfois, c'est quand on voit un petit peu les recommandations de l'OMS, il faut attendre 6 mois révolus, parce qu'on suppose que le lait maternel, et c'est réel bien sûr, le lait maternel est largement suffisant pour couvrir les besoins nutritionnels de l'enfant. Mais quand j'ai revu un petit peu les recommandations, ce qui est proposé, bon, on peut toujours laisser le lait maternel seul. 6 mois, je commencerai éventuellement la diversification. Mais chez les enfants qui sont relativement chétifs, un peu hypotrophes, etc., on pourrait peut-être trouver, on va dire, la faille, entre parenthèses, et commencer l'introduction des aliments solides. Et les sociétés savantes, elles sont claires, parce que je vous ai dit que l'objectif, mais chez uniquement nutritionnel, mais aussi qu'il y a des soucis de prévention de l'allergie, des intolérances, et donc on veut profiter de cette fenêtre d'opportunité, et donc même, je dirais, chez les enfants qui sont sous les maternelles, qui sont bien portants, on pourrait peut-être initier l'introduction via les différents aliments. Vous avez peut-être assisté à la présentation de Patrick Tougnon par rapport à l'induction de tolérance chez les enfants qui ont un terrain atopique, c'est-à-dire qu'il y a actuellement des études qui se font sur l'introduction de petites quantités, telles le lait de vache, chez des enfants qui n'en ont pas besoin, c'est-à-dire qui sont sous les maternelles uniquement. Et le but, c'est finalement d'éviter l'apparition des allergies au lait de vache par la suite. Alors, les quantités qu'on propose, c'est de l'ordre de 5 à 10 millilitres. Voilà. Et donc, ce n'est pas encore consensuel, on va dire. On attend vraiment d'évaluer, je dirais, de façon longitudinale l'impact de cette introduction précoce. Mais là, le but nutritionnel, bon, 10 millilitres, ce n'est pas ce qui va assurer les besoins nutritionnels, mais le but, c'est initier le système immunitaire à ces protéines étrangères et peut-être éviter le problème de l'allergie au lait de vache. Donc, on reste justement sur cette initiation, dit la diversification alimentaire à 4 mois révolus, même chez l'enfant qui est sous les maternelles. C'est pour une initiation, les protéines de lait de vache, ils peuvent en bénéficier via le lait maternel. Oui, aussi. Donc, oui, justement, ce qui contrecarre l'introduction des petites quantités de lait de vache, c'est qu'effectivement, les maternelles ils peuvent véhiculer aussi les protéines mobiles. Sauf que les maternelles véhiculent des petites quantités de protéines de lait de vache. Alors que quand c'est le principe de la première vie qui existe. Oui. Voilà, donc c'est dès la naissance, sur une mère qui allait, une fois par jour, leur donner un biberon, un minuscule biberon de lait artificiel qui contient
des protéines de lait de vache, justement pour éviter, pour garder, c'est toujours ce. Non, c'est pas vraiment ça, parce que là c'est le bâton dangereux. C'est à éviter. C'est-à-dire là, on a fait juste le premier vivant que j'arrête. Et c'est pas dès le premier jour, effectivement. Juste un quatrième, c'est-à-dire un premier mois, on peut initier les petites quantités, mais il faut que l'enfant les prenne tous les jours. Ça, c'est la dangereuse base. Donc, les recommandations de la Société européenne de gastro, pour l'âge de la diversification alimentaire, c'est entre 4 mois et 6 mois, c'est-à-dire après la 17e semaine et avant la 26e semaine. Chez les enfants exclusivement allaités, selon les l'OMS, après 6 mois, mais pas d'argument de nutrition pour diversifier l'enfant avant 6 mois. Bon, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire on peut toujours quand même initier avec des petites quantités tout en gardant le lait maternel. Alors, toujours dans le camp par rapport à la date de la diversification alimentaire, alors les recommandations sont justifiées par les capacités du nourrisson à ingérer des aliments autres que le lait du fait de la maturation effectivement de ses fonctions digestives, rénales, neurologiques, acquisition d'entrée développement psychomoteur. Avant 17 semaines, c'est déconseillé. Il y a un risque nutritionnel, il y a même un risque de sensibilisation qui est un peu plus important. D'accord? Donc, une augmentation des apports sodés avant cette date risque de surcharger justement les reins. Il y a aussi un risque de maldigestion de l'amidon parce qu'ils sont insuffisants d'amylase pancréatique. Il risque de fermentation colique. Il y a aussi un impact sur le microbiote intestinal. Il y a même un risque un peu plus important sur le plan allergique, comme cela a été démontré en tout cas dans cette étude pour les enfants qui seraient diversifiés avant 17 semaines, avant 4 mois. Il y a plus de risques de développer des allergies aussi. Et il y a bien sûr les risques de carence nutritionnelle si on tarde, à diversifier l'alimentation de l'enfant et on compte uniquement sur le lait, notamment le lait maternel. Il y a un risque justement de carence en micronutriments. Il y a effectivement déjà un gap énergétique à partir de 6 mois que le lait maternel seul ne peut pas combler. Et donc il va falloir absolument apporter des aliments de complément. La même chose pour les micronutriments et pour les réserves en fer. On va dire durant les 6 premiers mois, chez un enfant qui est bien allaité, une maman qui était bien supplémentée, etc., le stock de fer, dit le bébé, peut justement être suffisant. Mais à partir de 6 mois, il y a risque de carence puisque le lait maternel seul ne pourra plus assurer les besoins en fer. La même chose pour un certain nombre de micronutriments. Alors autant peut-être pour la vitamine C, pour la vitamine B12, sélénium, le lait maternel seul peut continuer quand même à assurer les besoins, mais pour les autres micronutriments, il y a un risque justement de carence si on maintient que le lait maternel après l'âge de 6 mois. Alors vous avez ici quelques rappels pour les besoins nutritionnels de l'enfant, on va dire durant la première année de vie avec un apport énergétique qui doit être aux alentours de 100 kcal, les lipides qui devraient quand même, on va y revenir, représenter 45 à 50% de l'apport énergétique total, les glucides 45-50%, les protéines 4-6%. Il ne faut pas oublier l'apport en calcium. Chez les enfants, en tout cas, qui sont sous lait artificiel, on peut rapidement adapter les besoins en calcium notamment, les besoins en fer et les besoins en vitamine D. Alors en pratique, pour ce qui est de la diversification alimentaire, on est tous d'accord, pendant les 4 premiers mois, l'alimentation ne peut être que lactée. Les maternelles, les artificielles, si on est obligé de donner lait artificiel ou un lait mixte. À partir de 6 mois, on pourrait passer justement à lait deuxième âge, donc préparation pour de suite, entre 1 et 3 ans. On essaie tous actuellement la place du lait de croissance. Il faut toujours maintenir 3 laitages par jour et beurre ou végétal dans la purée le midi, en pensant justement à des apports suffisants d'acide gras essentiel, en fer, en vitamine C, en calcium.
Et il y a peut-être une nécessité aussi à supplémenter en vitamine D jusqu'à l'âge de 18 mois. C'est toutes ces recommandations, on va dire, nutritionnelles. Pour les autres produits laitiers, c'est-à-dire autres que le lait, ils ne peuvent que remplacer en partie le lait, mais à condition de respecter donc, les deux principes. Le lait des suites reste le principal produit laitier consommé par le nourrisson, donc à partir de l'âge de à partir de 6 mois. Et il faut aussi connaître les équivalences en termes de calcium, c'est-à-dire si on fait le focus sur les produits laitiers, c'est essentiellement par rapport au souci, on va dire, de l'apport calcique. D'accord? Et vous avez ici les équivalences lactées en calcium, donc 150 ml par exemple de lait de vache. En matière d'apport calcique, c'est l'équivalent de 350 ml pour un lait premier âge, 260 ml pour le lait deuxième âge, 220 ml pour le lait de croissance, c'est l'équivalent d'ailleurs, etc. Donc il y a des correspondances, il faut aussi éventuellement les avoir en tête pour pouvoir justement répondre à ces apports, on va dire, de produits lactés. Alors pour les légumes et fruits, en général, ce qui est recommandé, introduire les légumes à partir de 4-5 mois, c'est en général, on commence par les légumes puis les fruits. Vous avez la liste un peu des légumes qu'on pourrait peut-être initialement proposer, les fruits aussi à partir de 4 mois. Bon, ne pas rajouter de sel et de sucre, c'est aussi une recommandation qui quand même tient toujours sa place. Enrichir avec des produits gras, en fait, on va y revenir aussi. Alors certains légumes à éviter au tout début de la diversification alimentaire, ceux qui ont un goût prononcé ou qui risquent d'induire une fermentation colique pendant les premiers mois. Poivron par exemple, le salsifis, chou à feu, céleri, navet, l'herbe de poireau, les légumes secs aussi à cause de la fermentation colique. Alors pour les protéines animales, les viandes, on peut les initier 3-4 semaines après l'introduction via les légumes, les fruits. Bon, les viandes, bien sûr, source principale, on va dire, de fer, les poissons gras et œufs qui sont riches en acides gras polyinsaturés, qui ont un impact, vous le savez, sur le développement neuropsychique, les anciennes effets stimulants, émulsifs, l'effet aussi anti-inflammatoire. Vous avez ici les quantités, parce que les parents vont certainement vous demander chaque on a payé la viande, chaque on a payé le poisson, etc. Donc une cuillère à café ou l'équivalent d'une cuillère à café 5 mois, puis 6 mois de cuillère à café, 3 cuillères à café, etc. Ces cuillères à café, c'est l'équivalent d'un demi-œuf dur. Bien sûr, l'œuf, on introduit l'œuf entier. Chez les gens d'œuf, ça en fait, c'est une notion qui est ancienne, donc on introduit l'œuf entier, le jaune et le blanc. Alors pour les matières grasses, effectivement, juste pour le repréciser, vous savez que le lait maternel, 50% de l'apport énergétique, il est assuré par les lipides. Et il ne doit pas y avoir de restriction lipidique chez les enfants. Il n'y a aucun risque à maintenir un apport lipidique important qui devrait effectivement représenter les 45-50% de l'apport énergétique lors de la diversification alimentaire. Et pour cela, ce qui est recommandé, c'est d'ajouter systématiquement de l'huile végétale ou du beurre dans chacun des plats salés non lactés en général. Alors vous avez ici l'apport en acides gras des différentes huiles. Si vous voulez avoir aussi les équivalences, si vous voulez, par rapport aux besoins nutritionnels. S'il vous plaît, par rapport aux épices, c'est-à-dire le sel et tout ça, est-ce que vous restez sur l'ancien qui dit pas avant 1 an ou dernièrement, le professeur Tonier, dès le départ, il faut tout mettre pour je ne sais pas. Bon, alors ce que je recommande en tout cas aux mamans, c'est toujours éviter le sel et le sucre au début. Et quand l'enfant commence à refuser, et on a marre un petit peu des goûts relativement pas assez prononcés, on va dire, avec ça, oui, on peut commencer à introduire le sel, éventuellement des produits sucrés. Les produits sucrés, je vais en parler, on peut aussi les remplacer par tout ce qui est fruits, etc. Mais bon, on peut rester sur cette recommandation. Au moins au début, je peux élargir tout doucement. Je sais que le professeur Tounian
Et là, on pris des douches en volée. Alors, les céréales féculents, les glucides complexes doivent représenter 40-50% d'apport énergétique total. Il est conseillé d'en rajouter à tous les repas sous forme de céréales. Il s'agisse du blé, le riz, le maïs, etc., ou même de pseudo-céréales, ou même de féculents, pommes de terre, etc. Par contre, pour les aliments sucrés, c'est-à-dire les sucres simples, on va dire, l'apport doit être limité à moins de 10%, voire à moins de 5% selon les recommandations récentes. Donc, sucre, il faut réduire au maximum. Alors, les fruits, effectivement, pour servir à sucrer les tâches. Et puis, vous connaissez certainement le problème des lumières, il faut peut-être l'éviter à cause du risque de botulisme, etc., en l'âge de un apport quand même modéré en sel et en sucre. Cuisiner sans sel la première année, ne pas rajouter de sel dans l'outil pour. Ce sont les recommandations récentes dès 2000, on va dire 22. D'accord? À partir d'un an, ne pas rajouter de sel dans les préparations, mais maison ou plat de commerce. La première année, produits laitiers nature, sans sucre ou avec ajout de compote ou fruits écrasés. C'est-à-dire, on essaie de sucrer plutôt avec les fruits. D'accord. L'hydratation aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, il doit rester la seule boisson indispensable, proposée régulièrement. D'accord. La quantité d'eau quotidienne, donc vous avez ici quelques propositions pour la quantité de l'eau, incluant celle contenue dans les aliments et donc le lait, recommandé par l'Agence européenne de sécurité des aliments, alors peuvent aller de 800 ml à 1 an à 1300 ml à 3 ans. Donc on voit un petit peu le global des apports hydriques chez les enfants. Alors, par rapport à l'eau, on a souvent cette demande de parler, il y a des enfants qui refusent de boire l'eau. Donc, est-ce que c'est bon, c'est-à-dire qu'ils peuvent boire autre liquide, ça peut compenser? Déjà, on dit que le lait... L'eau, il est contenu certainement dans les aliments, dans le lait, etc. Mais il ne faut pas baisser les bras, c'est-à-dire, ce que je dis souvent aux parents, quand l'enfant refuse un aliment, un produit quelconque, il faut toujours retenter. D'accord. Mais bon, s'il refuse en quelque sorte l'eau, c'est qu'il n'a pas un besoin, on va dire, hydrique, il a d'autres sources, effectivement, de l'eau. Mais il faut quand même tenter, il faut que l'enfant s'habitue aussi à prendre de l'eau. Alors, l'histoire du gluten, je pense qu'on a abordé tout à l'heure, et le risque de maladie cœliaque. Il y a eu des allers-retours par rapport à l'intérêt de l'introduction, on va dire, le gluten entre 4 mois révolus, 6 mois, sous couvert de lait maternel et en petite quantité qu'on va augmenter progressivement. Et on a vu un petit peu l'impact de la recommandation sur la survenue de la maladie cœliaque par la suite, parce qu'il y avait des études qui corroboraient la façon de faire. Et puis après, il y a eu des études, on va dire, nouvelles qui... la vérité d'aujourd'hui qui peut être l'erreur de demain, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu l'intérêt de l'introduction, on va dire, précoce du gluten par rapport à la maladie cœliaque, j'insiste. Parce qu'on a qu'un de la maladie cœliaque, on a aussi l'allergie au blé. Et par rapport à l'allergie, il est toujours préférable d'introduire et de profiter de la fenêtre d'opportunité. D'accord? Et il semble finalement que le seul facteur de risque, c'est le génotypage HLA, c'est-à-dire la prédisposition génétique. C'est ce qui fait la part entre la distinction entre les enfants, c'est-à-dire l'HLA d'introduction de gluten, mais est-ce que je suis prédisposé ou non à faire la maladie cœliaque? Alors pour les textures, là aussi, on peut un petit peu changer la texture progressivement pour les enfants, parce que les enfants aiment en quelque sorte le changement, et il faut justement qu'ils s'y habituent aussi. On passera d'une alimentation un peu plus lisse vers des produits hachés, écrasés, ensuite les morceaux à partir de 8 mois, et puis des petits morceaux à craquer, à mâcher avec les dents à partir de 10 mois. Donc c'est aussi important l'apprentissage aussi des enfants par rapport à la diversification alimentaire. Entre alimentation aussi faite maison et alimentation industrielle, tout ce qui est peau, fruits, légumes, etc. Là aussi, l'alimentation faite maison, il serait toujours de meilleure qualité, puisqu'on sait ce qu'on prépare à nos enfants. Mais il ne faut pas tomber aussi dans des erreurs
il va falloir effectivement éviter, par exemple, les fritures, limiter aussi les quantités de protéines animales, de sel, de sucre, etc. Parce qu'on suppose que les aliments industriels respectent en quelque sorte les recommandations. D'accord, on connaît aussi l'origine des aliments qui sont utilisés dedans, mais les goûts ne sont pas identiques. Puis il y a toujours ce risque de toxi-infection alimentaire avec les aliments qu'on peut préparer chez soi. Donc, il faut quand même rester équilibré en quelque sorte. Il n'y a pas mieux que le fait maison, mais les aliments de l'industrie sont toujours aussi adaptés. C'est une alternative qui reste quand même intéressante. Alors, et avant la diversification, en général, on est revenu sur les régimes pendant la grossesse, les régimes pendant l'allaitement, c'est-à-dire dans l'idée en tout cas de prévenir le passage de protéines allergisantes à l'enfant. Quand on sait que l'allergie ou vaincre l'allergie passerait plus par le contact avec l'aliment allergisant plutôt que son éviction. Donc je vous ai parlé un petit peu d'induction de tolérance qu'on peut proposer, mais en fait c'est pas encore consensuel comme je vous ai dit. Mais c'est-à-dire les évictions pendant la grossesse actuellement ne sont plus recommandées. Les évictions pendant l'allaitement ne sont plus recommandées dans un but de prévention, on va dire, de l'allergie. C'est aussi par rapport à l'arachide, parce que nous, dans notre culture, on mange beaucoup de cellulose et cellulose. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pourquoi, probablement, on n'a pas de souci avec l'arachide dans notre pays. Tout à fait. Alors, un petit mot de la diversification du nourrisson à risque atopique, mais vous connaissez, je peux dire, l'essentiel. Alors, le risque de développer des manifestations allergiques quand on a des antécédents familiaux d'atopie est relativement plus important que chez les enfants qui n'ont pas d'antécédents d'atopie dans la famille. Quand il n'y a pas de parents allergiques, il y a quand même 15 à 20% de risque. Et quand les deux parents sont allergiques, le risque est le plus important. Il peut aller jusqu'à 60%. Quand les parents ont les mêmes symptômes, le risque est encore plus important. Alors, comme je vous ai dit, effectivement, la prévention primaire pour les nourrissons de familles allergiques passe plus par l'acquisition de la tolérance que par la réduction de la charge allergique. Il faut entrer en contact avec l'aliment pour espérer le tolérer et non pas l'éviter. Et le système immunitaire ne va plus reconnaître le produit ou le considérer comme allergénique quand on va introduire tardivement cet aliment. Alors en pratique, pendant la grossesse et l'allaitement, comme je vous ai dit, pas de régime d'éviction pendant la grossesse. L'allaitement reste conseillé au moins 4 mois. Enfin, alors si allaitement artificiel ou allaitement de complément, le choix de la formule doit être discuté au cas par cas. Je vous ai parlé un petit peu de ce problème, enfin, des laits hypoallergéniques ou des hydrolysats de PLV. Actuellement, la tendance, c'est de donner une formule plutôt normale. D'accord. Aucune préparation n'a finalement d'impact sur la survenue d'un asthme ou d'une autre manifestation atopique, autre que peut-être que l'eczéma, il répond à ces recommandations, mais pour les autres allergies, on n'a pas vraiment d'impact entre l'introduction d'un hydrolysat ou la proposition d'un lait ou d'une formule normale. L'introduction retardée des principaux allergènes, donc finalement, n'est pas justifiée. Donc il y a plusieurs études qui ont montré l'intérêt au contraire de l'introduction relativement précoce et de profiter finalement de cette fenêtre d'opportunité pour éviter un certain nombre de problèmes, on va dire, d'allergie par la suite, que ce soit pour l'œuf. Vous avez aussi des études pour le poisson, pour le blé aussi. L'introduction après 6 mois de céréales augmente le risque, c'est-à-dire qu'il faut profiter de la fenêtre d'opportunité, 4 mois, 6 mois. La même chose pour l'arachide, plus l'introduction est précoce, plus la prévention du risque d'allergie à l'arachide est importante. Les produits laitiers, donc l'introduction retardée là aussi, est associée à un risque accru d'eczéma. Vous avez cette fameuse étude de Zotavel qui a montré à peu près la même chose. L'eczéma plus important, c'est diversification avant 36 mois chez les enfants sans antécédents. Mais il y a aussi un risque, il n'y a pas de diminution de risque d'asthme, rhinite ou sensibilité, c'est diversification après 4-6 mois. C'est-à-dire on tarde à diversifier, on n'a pas vraiment d'impact sur la survenue de maladies allergiques. Et chez les nourrissons qui ont déjà une allergie, c'est-à-dire il y a une allergie au PLV et qu'on voudrait justement diversifier, alors là bien sûr, je peux vous le dire d'emblée, on va
essayer de diversifier de la même façon que le nourrisson atopique ou le nourrisson normal. Enfin, qui n'a pas d'antécédent atopique, il n'y a pas vraiment de restrictions à faire d'emblée. D'accord. Certes, ceux qui font des allergies au PLV peuvent avoir d'autres allergies, ils ont un risque, ils ont un terrain en tout cas pour développer des allergies alimentaires. La question de bilan allergologique au principe aux années, il n'y a pas de test avant l'introduction, c'est-à-dire qu'on initie l'introduction sans faire vraiment de test cutané ou demander des IgE spécifiques, sauf peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, en cas d'allergie à l'arachide dans la fratrie. Là, il y a quand même, les manifestations de l'allergie à l'arachide sont relativement sévères. C'est souvent IgE médié, il y a un risque d'anaphylaxie, ou là, peut-être quand il y a une allergie qui est déjà connue, notamment allergie aux fruits à coque. Alors, une dermatite atopique modérée à sévère, s'il est persistante malgré les soins de la peau de la réaction immédiate, là, peut-être aussi, on peut craindre un effet, je dirais, aggravant de l'allergie. Et donc, on pourrait peut-être tester certains aliments. Mais là, c'est des indications vraiment limitées, on va dire, pour ce qui est des tests avant diversification alimentaire chez l'enfant qui est déjà allergique. Je pense que c'est la dernière plaque. Alors, finalement, pas de régime pendant la grossesse ou l'allaitement, ce que je vous demande peut-être de retenir. L'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois resté réel en débutant la diversification entre 4 et 6 mois. Il n'est plus nécessaire de retarder systématiquement après l'âge de 6 mois, voire un an, l'introduction des aliments les plus allergiques. Donc, vous avez vu un petit peu l'impact sur la survenue des maladies allergiques. Il faut aussi prendre son temps, bien expliquer, surtout écouter les parents, ça c'est important. Il faut rester ouvert aux suggestions, aux concessions, ne s'éloignant pas bien sûr des principes de base. Et puis, il faut se tenir au courant. Il y a des perpétuels mouvements dans les recommandations en matière de diversification alimentaire. Voilà. Reste le post-test pour voir si vous avez appris des choses. On le lance. Pardon. C'est les mêmes questions. Alors, à votre avis, la prise d'aliments allergisants est déconseillée chez la maman allaitante? À l'unanimité. C'est faux. Pendant les 4 premiers mois de vie, les besoins nutritionnels de l'enfant sont assurés uniquement par le sein ou un aliment lacté diététique. Donc, c'est vrai. L'âge idéal de la diversification alimentaire chez le nourrisson est entre 4 et 6 mois. Bravo. Le risque d'apparition d'allergie est la seule raison pour laquelle la diversification ne peut être faite avant 4 mois. Je vais votre raison. Tout à fait, le risque. Voilà, justement. Il y a aussi l'immaturité des organes. Donc c'est faux. Chez les nourrissons ayant des parents atopiques, il est recommandé d'utiliser un lait hypoallergénique. Donc c'est faux. Chez un nourrisson atopique, l'âge idéal de la diversification est 6 mois révolus. Il est atopique, il a un terrain atopique. Donc c'est faux. Donc ce qui est recommandé, c'est plutôt, c'est quand pour l'enfant initié, voilà, le plus tôt. Tout à fait. Alors chez le nourrisson atopique, il est conseillé d'éviter les aliments à haut pouvoir allergisant avant l'âge de 6 mois. Chez les nourrissons atopiques, d'éviter les aliments. Est-ce qu'il faut éviter les aliments qui ont un pouvoir allergisant important, notamment l'arachide? Non. On l'a fait avant. C'est faux. C'est faux. C'est la fenêtre. Voilà. Un nourrisson suivi pour asthme, il est conseillé de retarder la diversification alimentaire. C'est la même chose, il est allergique déjà. Un bébé ayant des signes mineurs de dermatite atopique et un asthme du nourrisson, une enquête allergologique est nécessaire avant la diversification. Enquête clinique, donc on va pas faire d'enquête. On va initier et voir si l'enfant va réagir ou non. C'est le meilleur test. Pour prévenir la maladie cœliaque, le gluten doit être introduit en grande quantité à partir de 4 mois. En grande quantité? Grande quantité, oui, une petite quantité. Non, faux.
Je vous ai dit que le seul facteur en fait, qui fait la part des choses, c'est la prédisposition génétique. دخلتوا 4 mois ou 1 an, j'aurais pas d'impact sur la maladie cœliaque. C'est-à-dire que... Et par rapport à la maladie cœliaque, ça change rien. Voilà. Donc s'il est introduit... Je n'aurai pas d'impact. C'est-à-dire là, l'enfant va aider la maladie cœliaque, on va aider la maladie cœliaque. Et par contre, l'allergie, qui est un mécanisme différent, là, par contre, je peux avoir un impact sur la survenue de l'allergie. Pour cette fenêtre de tolérance qu'on avait besoin, il n'en est plus par rapport à... Par rapport à le mécanisme du gluten, enfin, de la maladie cœliaque, c'est auto-humain, c'est différent. En tout cas, les études n'ont pas montré d'impact. Quand des premières études, comme je vous ai dit, on voyait peut-être un moyen, on va dire, de prévenir la maladie cœliaque, mais après, on s'est rendu compte que les enfants, ça n'empêche pas. Voilà. Donc, c'est fou. Pour un nourrisson qui a une allergie aux protéines d'élevage, une éviction du lait et des produits laitiers est obligatoire jusqu'à l'âge de 2 ans. Un nourrisson ayant une atopie familiale et un asthme, il est recommandé d'avoir une trousse d'urgence avant de démarrer une diversification alimentaire. Il faut, sauf s'il a fait une anaphylaxie avant. Oui, c'est-à-dire là, il n'a pas manifesté de réaction. C'est faux, je pense que c'est la dernière. C'est-à-dire par rapport au cas, le premier cas que vous avez présenté qui a fait un urticaire avec un œdème cathédral et tout ça, peut-être ça doit être dans un milieu... Oui, j'ai proposé la trousse d'urgence. Parce qu'elle a fait quand même une réaction, elle est relativement sévère. Voilà. Eh bien, bravo. Je suis content.